Bonjour, rebonjour à tous. Il est 16 heures passées. On va attaquer la dernière table ronde de cet après-midi. Vous voyez qu'on avait commencé tous les trois. On va quand même vous inclure dans cette conversation. Je reprends les notes. Ben voilà, vous l'avez devant vous. Jusqu'où ira l'homme augmenté, ou la femme, hein, parce qu'après tout, il faut être paritaire. Et comment vivre avec les robots. Alors, normalement, ces tables rondes se finissent par un Meet the Speaker, c'est-à-dire que vous avez une session dédiée aux questions-réponses que vous pourriez poser. Et ces sujets, on sait très bien qu'ils soulèvent beaucoup de questions. Comme on n'a que deux invités, on va intégrer cette session de questions-réponses à la table ronde. Donc, quand en fin d'intervention, après mes questions, vous aurez la parole et ça sera l'occasion de poser des questions directement à nos invités. Et comme disait un ancien de mes patrons, les plus mauvaises questions sont celles qu'on ne pose pas. Réfléchissez à ça. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos deux invités. Alexandre Play, qui est le fondateur de Human Life. Il vous expliquera ce qu'est Human Life. Je peux vous faire un scoop tout de suite, c'est une start-up. Et Jean Ponce, qui est donc professeur au département d'informatique à l'ENS, dont la spécialité est de nous parler principalement, la deuxième partie de la phrase, c'est les robots et la robotique. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Alexandre, qui va nous parler un peu de ce qui l'anime et qui le motive. Merci. Merci beaucoup, bonsoir ou bonjour à tous. Donc, je suis le fondateur de Human Life, qui est une start-up dans le domaine de la e-santé. J'ai créé cette start-up il y a 4 ans. Parce que j'ai eu un parcours assez atypique. Après avoir commencé, suite à une école de commerce, à travailler dans la finance, j'ai atterri totalement par hasard dans un groupe de cliniques privées et j'ai travaillé pendant près de 10 ans dans le domaine de la santé, puisque je suis devenu directeur adjoint d'établissement de santé et responsable du système d'information. Et j'ai décidé de créer Human Life en 2011 exactement, en partant d'un constat. C'est que chacun d'entre nous gère, grâce à Internet, ses amis, sa finance, ses voyages, mais très peu ne s'occupent réellement de son bien le plus précieux qui est sa santé. Et en particulier en France, on est un petit peu déresponsabilisé à l'égard de notre santé et il m'a semblé opportun de proposer à l'origine un carnet de santé connecté et qui aujourd'hui s'avère être un peu le tableau de bord de votre santé et de votre bien-être. Donc on intègre à la fois la dimension des objets connectés. Jean parlera tout à l'heure des aspects de la robotique, mais il y a évidemment des liens assez naturels. Et on touche surtout à tout ce qui touche à votre hygiène de vie, le sommeil, la nutrition, l'activité physique, les addictions, le suivi de grossesse. On va même jusqu'à le carnet vétérinaire pour votre animal de compagnie, partant du principe que l'animal de compagnie contribue quand même de près ou de loin au bien-être de la famille. Et c'est très clairement notre positionnement. Je terminerai par 2 choses importantes. La première, c'est que donc je ne suis pas médecin, mais on est accompagné au sein d'Human Life par un comité d'éthique qui valide évidemment tout notre fonctionnement, à la fois nos conseils, à la fois toutes les règles inhérentes au service. Et parce que nous sommes en France, on a aussi choisi depuis l'origine d'être chez ce qu'on appelle un hébergeur agréé de données de santé. Je ne pense pas que ça vous parle, mais en gros, c'est ce qui garantit la totale intégrité des données personnelles qui sont récoltées lors de notre activité. Bonne remarque, quand on est en bonne santé et tout, on n'a pas de souci avec ses propres données de santé. Dès qu'on a des problèmes qui sont toujours très personnels, comment est-ce qu'on peut accepter justement de donner ces données, de confier ces données? Il y a un vrai frein aujourd'hui, c'est que quand on parle de santé, les gens comprennent maladie. Et la maladie a une dimension légitime anxiogène parce que, d'abord, il faut savoir qu'on est tous patients potentiels, même si on ne se sent pas mal. Malheureusement, en France, on est, à mon sens, assez, je ne vais pas dire mauvais, parce que l'idée, ce n'est pas d'être négatif, mais on ne s'occupe pas assez de la dimension prévention qui est essentielle. Notre alimentation est un des vrais sujets, notre sommeil aussi, par exemple. Et on se réveille un matin, soit on se regarde dans le miroir et on se dit qu'on a vraiment une sale tête, soit on a mal dormi,
et éventuellement on décroche son téléphone pour appeler son médecin traitant, ou alors dans le pire des cas on s'oriente vers un service d'urgence. Je ne dis pas c'est trop tard, mais c'est vrai qu'à un moment donné, et c'est un peu le thème du sujet, c'est l'homme augmenté, donc aujourd'hui on en reparlera, mais il y a beaucoup de choses qui évoluent. Mais l'idée première de Human Life, c'est justement de réussir à vous responsabiliser. On n'évite pas les incidents de santé, bien évidemment. Par contre, on essaye de vous faire rentrer dans une démarche de prévention qui, à mon sens, est essentielle aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas forcément de vivre plus longtemps, même si on sait statistiquement que c'est le cas et qu'on y va. L'idée, pour moi, c'est simplement de bien vivre et de mieux vivre éventuellement. La santé connectée à l'échelle d'Internet, c'est encore la préhistoire, c'est tout récent. Et donc, on en est où aujourd'hui ? On en est clairement aux prémices. Il est clair que la santé connectée, moi je considère que c'est un terme un peu galvaudé, parce que la notion de connexion, connectivité, Jean pourra en parler beaucoup plus que moi et beaucoup mieux, mais on est tous connectés à partir du moment où on a un smartphone. Donc ça me paraît assez essentiel aujourd'hui de considérer que la santé de demain sera connectée à des niveaux divers et variés. Clairement en France, je ne sais pas si on est en retard, je crois qu'on a des très belles entreprises dans le domaine de la santé connectée. Une entreprise, je pense que tout le monde connaît, la marque à la pomme, a initié il y a 3 ans maintenant un carnet de santé ou l'équivalent dans les smartphones, un peu à l'insu des utilisateurs. Donc voilà, je pense que la santé connectée avance, pas forcément rapidement. Je pense qu'il y a une vraie crainte, notamment à l'égard des données. Et je pense que s'il devait y avoir un sujet à partager avec vous, du reste, j'ouvre une parenthèse, on l'a dit tout à l'heure, mais l'idée, c'est, certes, nous, on va vous exposer un peu ce qu'on fait, comment on le fait, et tout ça en lien avec l'homme augmenté, mais surtout, n'hésitez pas soit à nous interrompre, soit à poser des questions, de manière à rendre l'échange le plus interactif possible. En tout cas, vu de ma fenêtre, je pense que ça peut être très enrichissant, surtout pour nous, et je l'espère un peu pour vous. Mais justement, on va faire un sondage. Qui a peur de confier ses données de santé en ligne à un fournisseur extérieur ? Enfin, peur ou un peu angoissé. Donc, on peut dire une petite majorité, hein. Enfin, c'est pas neutre. Ah oui, non, je pense que là, c'est la majorité. Hein. Donc, quasiment absolue. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas le frein majeur de développement, y compris économique, de ce secteur d'activité ? Je pense qu'effectivement, la peur de tout ce qui est nouveau, j'y étais pas malheureusement ou heureusement, mais à l'époque du téléphone, à l'époque du train, à l'époque des grands changements, je pense qu'on agite dans un premier temps, parce qu'on est humain et en particulier parce qu'on est français, tout de suite une dimension de crainte et de peur, légitime ou pas. Sans pousser le vice, je comprends bien que la majorité d'entre vous ont peur justement à l'égard de soit ce type de service, soit de la démarche de confier ces données de santé. Mais pour moi, la deuxième question, c'est de quoi avez-vous peur ? Parce que la vraie question, c'est de se dire aujourd'hui, à partir du moment où vous disposez d'un téléphone portable et à partir du moment où vous disposez d'une carte bleue, sans forcément le savoir, vous êtes en partie tracé. Donc quelque part, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, je pense que le vrai sujet, c'est peur de quoi, et 2, que peut-on faire de ces données ? Si c'est pour vous apporter un plus, je pense que légitimement, chacun d'entre vous comprendra que c'est plutôt un avantage plutôt qu'une crainte. Aujourd'hui, la difficulté, et on parlait tout à l'heure des objets connectés, la difficulté, c'est que ces objets connectés, ça ressemble un peu plus à une notion de gadget, mais on ne découvre pas, ou en tout cas aujourd'hui, on ne le vit pas comme un usage vraiment révolutionnaire, comme peut l'être le smartphone, ou beaucoup parlent d'ubérisation. Voilà, pour ceux qui prennent Uber aujourd'hui versus un taxi, il y a une vraie différence d'expérience utilisateur. Vous savez où est la personne, vous ne sortez pas d'argent. Voilà, ce sont je prône pas forcément plus l'un que l'autre. Je dis simplement qu'il y a une expérience utilisateur qui vient par-dessus. Et je pense que concernant le domaine de la santé, cette expérience doit à la fois être validée médicalement, scientifiquement, et elle doit surtout apporter une valeur d'usage à l'utilisateur. Sinon,
on est quand même dans un domaine particulièrement, au-delà de sa réglementation, qui est complexe, on est quand même dans un domaine extrêmement personnel. Parlons justement de bénéfices. Alors, ubérisation n'est pas un gros mot, loin de là. Je crois que c'est effectivement un bénéfice pour beaucoup de gens, notamment pour ceux qui travaillent maintenant. On peut imaginer que demain, on a des données santé sur son smartphone quelque part chez soi, et pour de la bobologie classique, telle que les salles d'attente de médecins se remplissent pour rien souvent, on pourrait se faire opérer, intervenir par une machine. C'est réaliste de penser ça aujourd'hui, j'en pense. Alors donc moi, j'ai un monde qui est très éloigné du monde médical. On se fait déjà opérer par des machines, pas par des machines autonomes. Il y a des robots qui s'appellent des robots Da Vinci, vous avez peut-être entendu parler, qui sont des espèces de merveilles de mécanique. C'est des espèces de petits tubes comme ça, il y en a deux. Il y en a un avec un endoscope, c'est une petite caméra, et l'autre avec une petite pince au bout. Et c'est manipulé par un chirurgien qui regarde dans un espèce de microscope et il voit ce que verrait l'endoscope. Et il peut ainsi faire de la chirurgie minimalement invasive, je ne sais pas si on dit ça en français. Donc ça existe ça aujourd'hui. Maintenant, ce robot n'est pas du tout autonome, c'est un jouet télécommandé. C'est une merveille mécanique, mais c'est un jouet télécommandé. Mais j'imagine qu'il a sauvé des vies et je suis certain qu'il a permis de grosses économies en chirurgie. Alors parlons un peu justement de robotique. Quel est l'état des lieux de la robotique dans le monde depuis Robbie le robot dans The Stranger Film, Planète Interdite? Donc moi, je suis prof. Je suis à l'école normale, je dirige le département d'informatique et mes recherches sont sur ce qu'on appelle parfois l'intelligence artificielle, c'est-à-dire avoir des machines qui se débrouillent toutes seules pour faire des choses qui ont l'air plus ou moins intelligentes. Et ma spécialité, c'est d'essayer d'interpréter automatiquement le contenu des images numériques et des vidéos. Donc ça, c'est loin de ça, mais j'ai aussi fait pas mal de robotique, en particulier des problèmes de manipulation. Si vous avez un objet, vous voulez qu'un robot aille le prendre avec la main, ce qui est en fait très difficile. Donc on en est avec la robotique. Il y a plein de parties de la robotique. Donc, pour ce qui est de l'homme augmenté, évidemment, j'arrive pas à vous voir parce que les projecteurs à plein... mais je ne sais pas trop l'âge des gens, mais moi, quand j'étais petit, je regardais L'homme qui avait les 3 milliards et Super Jimmy. Steve Austin. Alors, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui n'ont jamais vu ça et qui se demandent de quoi je parle. Mais enfin, c'était des gens qui pouvaient sauter très haut, voir de très loin, faire machin, tout ça. Et une version de ça va arriver bientôt. Il y a des recherches qui existent depuis de très nombreuses années sur ce qu'on appelle les exosquelettes. Alors là aussi, c'est une question de génération, mais ceux qui ont vu Aliens 2 avec Sigourney Weaver, vous savez, le grand machin jaune où elle se trimballe, ou dans Avatar. Bon, ça, c'est des applications plutôt militaires, mais des exosquelettes, ça commence à exister. Ça a été développé pour l'armée américaine, en particulier pour avoir des soldats qui peuvent aller plus loin, courir plus vite, porter des charges plus lourdes, mais c'est aussi développé, y compris par des sociétés françaises, je crois qu'il y en a une qui s'appelle Wondercraft, pour aider des gens à mobilité limitée à se déplacer. Là encore, ce n'est pas des robots dans le sens science-fiction, c'est des espèces d'ajouts qui permettent aux gens d'avoir une vie plus agréable. De même, j'imagine qu'on aura relativement bientôt des rétines artificielles. Je pense qu'il y a des prototypes déjà qui permettent à des gens malvoyants de voir un petit peu mieux. On travaille, il y a des gens qui travaillent depuis longtemps sur des prothèses auditives qui permettent d'éliminer le son ambiant, se concentrer sur les conversations, etc. Par contre, moi je ne suis pas un grand fan du futurisme, donc j'y connais rien, mais je ne suis pas un grand fan quand même. Et donc l'idée du type augmenté qui va vivre 300 ans, qui a une mémoire sur le disque dur à côté, etc., etc. Aujourd'hui, c'est de la science-fiction, ça risque de rester de la science-fiction pour longtemps. Il y a des gens qui s'agitent là-dessus, il y a des gens qui se sont fait des noms là-dessus. Moi, je trouve ça un peu irritant. Aujourd'hui, les exemples que vous citiez, c'est de la réparation, enfin, pardon du mot un peu mécanique, mais c'est pour des gens qui ont un problème. On sait aussi qu'il y a des caméras pour les aveugles qui voient alors, de manière très faible résolution, mais qui... etc. On essaye de donner une impression visuelle. On n'est pas encore dans une amélioration de confort ou de performance. De performance, d'une certaine manière, oui, puisque par exemple un exosquelette, vous n'arriviez pas à marcher, vous allez y arriver. Il y a aussi des efforts aujourd'hui pour, par exemple, pour une personne quadriplégique, je ne sais pas si on dit quadri ou tétra en France, tétraplégique, vous êtes immobilisé, donc il y a des systèmes où on connecte un robot manipulateur, donc un bras manipulateur avec une main au bout,
Et on connecte ce truc-là à un ordinateur, de l'autre côté, il y a des électrodes sur la tête du patient. Et l'idée, c'est que le patient apprend à se servir de système et va arriver à commander le robot de cette manière. Alors, Par la pensée. Alors, c'est pas exactement par la pensée, c'est que les capteurs lisent un certain nombre de réponses sur des influx nerveux et le patient apprend à se servir de ça pour commander la machine. Il ne faut pas croire que l'ordinateur est en train de dire la pensée ou d'interpréter ce que la personne pense, ça c'est pas vrai. Mais par contre, il y a eu des expériences qui montrent qu'on peut arriver à faire des choses. C'est très difficile parce que si le robot n'agit pas de manière naturelle, même s'il a compris, entre guillemets, ce que voulait la personne, on va se prendre la cuillère dans la figure, etc. Et donc, il faut arriver que la machine arrive à prédire à partir de ces lectures de capteurs, qu'il faut faire un tel ou tel mouvement, par exemple, pour se nourrir, etc. Donc ça commence à venir tout doucement. Mais c'est pas le robot Star Wars. Quelles sont les limites aujourd'hui? C'est la puissance de calcul, c'est la miniaturisation, c'est quel facteur? Non, c'est le problème, c'est qu'il y a des problèmes scientifiques sous-jacents qui sont très difficiles. Donc les robots qu'il y a aujourd'hui, vous avez les robots dans les usines qu'il y a depuis 50 ans, qui soudent des voitures, qui peignent, qui font des tâches répétitives, qui sont télécommandés ou qui rejouent toujours la même chose. Les robots médicaux, pareil, sont télécommandés. De l'autre côté, vous avez Star Wars, vous avez tout ça. Vous avez des robots qui sont souvent humanoïdes, parfois non. R2-D2, la petite poubelle roulante, là, elle n'est pas humanoïde, mais par contre, elle évolue parmi nous, elle interagit avec nous, etc. Pour qu'un robot, humanoïde ou pas, vive près de nous, il faut qu'il soit capable de voir. Donc c'est sur ce quoi je travaille, mais c'est très difficile, c'est un problème. On a eu beaucoup de progrès dans les 20 dernières années, mais qui est extrêmement difficile. Donc il faut que le robot soit capable de voir, il faut qu'il soit capable de communiquer, donc de comprendre ce que vous lui dites et de vous parler. Là encore, il y a eu beaucoup de progrès, vous avez tous, je ne sais pas comment ça s'appelle, Siri ou je ne sais pas quoi, sur votre téléphone, enfin voilà, vous essayez, il connaît mieux que moi, sur votre téléphone, et ça ne marche pas trop mal. Mais c'est un problème qui est très difficile. Il faut aussi que le robot soit capable de marcher. C'est très difficile de marcher. La marche, c'est pas un truc où on est avec des roues, c'est plus facile, mais les roues, ça marche pas bien pour des sols qui sont pour les marches, par exemple, etc. Il faut être capable de manipuler des objets. Si j'essaie de manipuler un objet, un de mes doigts va toucher l'objet, il va bouger l'objet. Il faut être capable de planifier tout ça. Donc chacun de ces problèmes scientifiques est un problème extraordinairement difficile, et après il faut les intégrer dans un robot qui va tout mettre ça ensemble pour marcher. Et après il faut que ce robot ne soit pas trop dangereux, puisse faire face à des situations inconnues, etc. Donc ça reste difficile, et je pense que le robot compagnon humanoïde, comme vous avez fait de la science-fiction, c'est pas pour demain. Par contre, d'un point de vue mécanique et d'un point de vue contrôle électronique, il y a eu des progrès qui sont absolument fantastiques. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Ça a commencé, dirais-je, avec les robots japonais des années 90. C'est Honda qui a commencé ça. Un jour, il y avait les labos qui essayaient de faire marcher des robots depuis 30 ans, et ça ne marchait pas. Un jour, ils ont sorti un robot qui ressemblait à un astronaute avec le pack là, sur le dos et qui marchait comme une personne. C'était il y a 20 ans ou 25 ans, c'était un projet secret sur lequel ils avaient travaillé pendant 10 ou 20 ans avec des fonds illimités. Puis ils ont développé un certain nombre de choses comme ça. Aujourd'hui, si vous ne les avez jamais vus, je vous engage vraiment à regarder. Allez sur Google, tapez Boston Dynamics, Ajax, ou bien, alors les autres, j'ai marqué, je ne me souviens plus lesquels, mais il y a aussi une espèce de mule, etc. La mule, c'est une espèce de gros machin à 4 pattes que vous pouvez lui donner des coups de pied. Elle court sur des terrains irréguliers. Ajax, c'est un robot humanoïde, un gros truc costaud en fer. Que pareil, vous pouvez donner des coups de pied, des coups de balai, etc. Il ne tombe pas. Et s'il tombe, il se relève tchonk comme ça. Et c'est ahurissant. Mais ces objets qui sont des objets absolument fantastiques, par contre, aujourd'hui, leur système de perception, leur système de navigation, etc., sont très primitifs. Donc ça reste aujourd'hui, en gros bien sûr, mais en gros des poupées télécommandées où au moins vous leur dites allez tout droit, tournez à gauche, puis ils se débrouillent pour le faire. Mais ils ne vont pas réfléchir et voir comment ils le font. Est-ce que vous mettez la voiture sans chauffeur de Google dans la case des robots ou pas? Alors oui, bien sûr, c'est le robot. Donc les voitures sans chauffeur sont un des gros progrès récents. Donc vous avez tous,
enfin, j'imagine, entendu parler de Google à ce point de vue-là, et peut-être de Tesla. Tesla, c'est le fabricant américain de voitures électriques. Il y a eu, et donc ça marche très très bien, ils ont très peu d'accidents. Il y a quand même eu en juin une voiture Tesla, enfin un accident, quelqu'un qui est mort. Et c'est aussi intéressant. Alors, on sait pas, je ne suis pas spécialiste du cas, je ne sais pas pourquoi il est mort. J'ai entendu dire, donc ce truc-là est équipé d'une caméra. Je crois que c'est pour une histoire de camion blanc oui, qui aurait trompé les justement, senseurs. c'est intéressant. Donc ce truc est équipé d'un système de perception visuelle. Donc il y a des caméras, et on regarde. Une société israélienne qui s'appelle Mobileye, qui a développé un super système qui analyse l'image et dit là il y a un camion, il y a de la route, il y a machin. Et apparemment le fait que le camion était tout blanc, il y avait trop de soleil, ou Dieu sait quoi, c'est-à-dire des circonstances imprévues par la compagnie, c'est normal, le monde est très, très divers, ça change tout le temps, n'a pas marché. Mais il faut se rendre compte que ceux qui commandent la voiture Tesla, ce n'est pas directement le système de vision. Il y a le truc de Mobileye avec le camion qui est tout blanc et tout, mais derrière, il y a un système de navigation qui prend ces données et décide d'aller à gauche, à droite, etc. Un système de planification, etc. Tous ces systèmes sont faillibles, et à qui la faute? Et ça, on ne le sait pas. D'accord ? Et sinon, peut-être vous allez y venir, mais l'annonce d'hier d'Uber. Non, je vais venir à un autre exemple. Je crois que c'est Tesla ou Google Car. Ce n'est pas une question pour Alexandre, ça doit le ravir, entre guillemets, puisqu'il y a un chauffeur qui a fait un problème cardiaque, je crois, et qui sa voiture a détecté un certain nombre de symptômes et a prévenu le secours, et en fait, il a sauvé la vie. Donc ça, c'est un peu la rencontre du robot et de la donnée. Ça a dû, entre guillemets, vous faire plaisir. C'est Tesla, et effectivement, ça fait partie pour moi des avancées technologiques où l'homme augmenté, typiquement dans ce genre de cas, on peut prévenir un petit peu un incident, et quelques minutes, notamment sur un infarctus, peuvent changer considérablement la donne. Et effectivement, dans un maximum de voitures, qu'elles soient autonomes ou non, mais ça fait partie, même les grands constructeurs français travaillent sur ces sujets-là, ça fait clairement partie des sujets d'avenir, de pouvoir prévenir en amont, même d'un impact, parce qu'en fonction de la vitesse, si on sait qu'il va y avoir un problème, on envoie tout de suite un signal. Derrière, comment ça va se passer, ça on ne sait pas encore le prédire précisément, mais ne serait-ce que de prévenir les secours quelques secondes ou quelques minutes avant peuvent changer évidemment le déroulé un peu de l'histoire, notamment dans ce genre de cas. Et effectivement, ce cas-là, c'était ça. Mais c'est difficile aussi, parce que imaginez bien que ces systèmes ne sont pas parfaits. S'il faut se mettre ça dans la tête, ces systèmes ne sont pas parfaits. Ils vont faire des erreurs, pas parce qu'ils sont méchants ou mal faits, parce que les problèmes sous-jacents sont extraordinairement difficiles. Donc c'est vraiment de faire des erreurs. S'ils commencent à appeler les flics à chaque fois qu'il y a une fausse alarme, la personne qui a la voiture va débrancher le système. C'est sûr. Et donc vous voulez des systèmes qui ne ratent jamais un danger, mais qui ne vous donnent jamais une fausse alarme. C'est quasiment impossible à faire. C'est toute la difficulté, à mon sens, de ces nouvelles technologies. Et dans le domaine un peu du médical, je pense que vous avez sans doute entendu parler de IBM Watson, qui est donc censé être une intelligence artificielle dans le domaine du médical, très axée aujourd'hui sur le cancer. Il faut savoir que tout ça, c'est quand même au final programmé par des humains. Donc là aussi, bien sûr, la machine est faillible, mais on le sait tous, l'homme aussi. Et il y a eu des démonstrations de fait que dans le cadre de diagnostic, on saisit tout un dossier médical, tout un historique médical d'une personne dans ce fameux système Watson, et on se rend compte qu'on arrive à 70% ou 80% de fiabilité, là où en alignant les plus grands professeurs de la planète, on arrive à 30 ou 40%. Donc l'écart est quand même dans la prévision, assez... vous voulez dire? Ouais. Dans le diagnostic. Dans le diagnostic, d'accord. Dans le diagnostic. Pas dans la prévision. Pas dans la prévision, oui. Dans le diagnostic. Donc c'est là où pour moi cette dimension, je dirais, robotique, même si là c'est de la robotique, hein, l'intelligence artificielle, c'est une forme de robotique, vient quand même aider aujourd'hui toute cette dimension santé de l'humain, et en l'occurrence de la maladie. Il y a un gros problème de prise de responsabilité. Parce qu'il y a des gros problèmes légaux, etc. Donc imaginons que Watson ou un autre système fasse une erreur de diagnostic.
Qui c'est qui est responsable? Que vont dire les compagnies d'assurance? Que va dire l'hôpital? Que va dire le patient? Etc. Et le même problème, évidemment, se poser avec les voitures. Et en plus, avec des problèmes d'éthique, je ne suis pas persuadé que ce soit le problème le plus important. Mais enfin, les gens me disent, si la voiture doit choisir entre écraser la grand-mère et le bébé, qu'est-ce que la voiture va faire? Donc la voiture pensera jamais. D'abord, la voiture ne pense pas, mais ce ne sera pas programmé dans ce sens. Et regardez encore une fois, entre Tesla et Mobileye, qui se rejette la responsabilité? Et donc, on arrive très vite à des problèmes d'éthique. On a tous, j'allais dire, on a tous vu, peut-être pas. Il y a un film qui s'appelle Gattaca. On en parlait tout à l'heure tous les trois, presque en privé. Il faut pas prendre les films comme au pied de la lettre, mais souvent la vision de l'artiste est une vision prospective qui n'est pas inintéressante. Gattaca, c'est un petit peu les dérives du dossier médical connecté et qui débouche sur une forme d'eugénisme et de prédisposition. C'est de pure science-fiction ou c'est quelque chose dont il faut se prémunir maintenant? On parle simplement d'éthique. Ce sujet. Je pense que c'est. J'aimerais avoir la réponse. Malheureusement, je ne suis pas convaincu de l'avoir. Mais à l'image du premier sondage qu'on a fait pour savoir combien d'entre vous craignaient à l'égard de leurs données de santé, voilà, on n'est pas prêt aujourd'hui. Et en fait, c'est pas nous qui sommes pas prêts, c'est vous. Et si vous n'êtes pas prêts, c'est qu'on n'a pas réussi à gagner votre confiance. Et je pense que le sujet est celui-là. J'aimerais vous apporter plus d'éléments de réponse. C'est une question trop lourde sur mes petites épaules, mais c'est surtout que, voilà, moi j'essaye de me dire qu'on avance de toute façon de plus en plus dans un monde connecté, d'interconnexion de tout. Je pense que c'était pas imaginable il y a encore 15 ans que chacun partage sa vie, chaque moment de sa vie, des plus intimes aux moins intimes, sur un site bien connu qui s'appelle Facebook. Or, aujourd'hui, je pense que, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, j'ai pas d'avis. Mais la réalité, c'est que beaucoup partagent sans forcément mesurer toutes les conséquences. Donc, il est évident que quand on va toucher au domaine de la santé, et je dirais même de l'intime, on se pose les questions, mais je ne suis pas sûr qu'on se les pose toutes comme il faut. Il n'y a pas de sécurité informatique aujourd'hui. On apprend pas tous les jours, mais tous les 3-4 fois par an que tel site s'est fait pirater. Les données de Nintendo, les données de Facebook, les données de LinkedIn, les données de, je sais pas, Madison quelque chose, qui est un site d'affiliation américain. On peut pas raisonnablement tabler sur la sécurité informatique. Donc demain, on peut très bien imaginer que les données médicales soient hackées, piratées par je ne sais quelle organisation. C'est pas un vrai point, un point très légitime d'inquiétude. Je pense que c'est une vraie inquiétude. Là encore, j'aimerais avoir la réponse. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de réponse. Je crois que concernant le risque et la protection des données, il y a des gens qui sont capables de pirater la NASA, la NSA, qui pourtant dépensent quelques milliards par an juste pour des sujets de sécurité. Donc, nous, très clairement, on n'aura absolument pas la prétention de dire qu'on garantit la sécurité. On a une dimension éthique à l'égard des données, à l'égard du traitement des données. De là à garantir le zéro risque n'existe pas. Il n'existe pas, évidemment, dans la dimension numérique et informatique, mais moi, pour avoir été pendant quelques années dans des établissements de santé, je relativise un peu ça parce que dans un établissement de santé, il n'y a pas beaucoup plus de sécurité. C'est sûr. Si vous allez vous promener dans un hôpital à 2h du matin et que vous vous promenez dans les couloirs, vous avez à peu près 100% de chance de pouvoir accéder à un office infirmier avec des données particulièrement sensibles. Et malheureusement pour l'infirmière, elle peut pas être là à faire un rôle qui n'est pas le sien. Elle est là pour être auprès du patient. Enfin, je prends ces exemples-là parce que c'est du vécu, mais il est très vrai aujourd'hui que agiter le drapeau de la sécurité pour refuser, je dirais, une forme d'évolution, je pense qu'on n'est pas prêt aujourd'hui, tout simplement. Je pense que c'est un peu. Alors, je connais rien au médical, mais c'est un peu compliqué. D'abord, il y a quand même des gens qui travaillent pour améliorer la sécurité. Chez nous, dans notre département, 2 équipes qui travaillent là-dessus, donc on espère que ça va aider.
Deuxièmement, ça ne gêne pas trop les gens de mettre leur information de carte de crédit, etc., quand ils vont acheter des bouquins sur Amazon, de donner des tas d'informations personnelles à des tas de grands groupes qui se leur passent les uns aux autres, etc., ça ne gêne pas trop. Donc tout ça n'est pas complètement rationnel. Il y a une perception du risque, que ce soit pour la santé, pour les bagnoles, pour les données personnelles et bancaires, etc., qui n'est pas entièrement rationnel. La santé touche à l'intime, donc on n'a pas forcément... Il y a des craintes légitimes, mais il y a des craintes qui le sont moins. Il y a des choses quand les gens ont peur dans l'avion, ils n'ont pas trop peur de prendre leur voiture, ils ont 1 million de fois plus de mourir en voiture. Du côté de l'anxiogène, on va traiter un peu le sujet, on a des grands noms qui aujourd'hui essayent de mettre en garde contre l'intelligence artificielle. On pense à Bill Gates, on pense à Stephen Hawking et quelques autres. Ils sont déjà has-been ou ils ont raison de s'inquiéter ? Moi, ça me laisse pantois, je ne comprends pas trop pourquoi. Effectivement, si vous avez Skynet qui arrive et que... Bon, on ne sera pas bien, mais vous savez, l'intelligence artificielle parle de ce genre de choses depuis une quarantaine d'années. Et je ne vois pas qu'on est plus près de... Il y a des gens qui écrivent de nos jours sur la super-intelligence et des choses comme ça. Il y a eu d'énormes progrès scientifiques, mais pas dans ce domaine-là, pas vers des machines vraiment intelligentes qui vont être dangereuses et tout. Il y a des dangers, par exemple, il y a beaucoup de gens qui parlent d'avoir des robots humanoïdes qui vont s'occuper de personnes âgées, de personnes fragiles. Imaginez un robot comme ça qui soulève quelqu'un de 50 kilos. S'il soulève quelqu'un de 50 kilos, ça veut dire qu'il peut le casser en deux. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas casser la personne en deux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soulever la personne. Ça veut dire que, attention, la science-fiction n'est pas là aujourd'hui. Et donc ces craintes-là me paraissent, de gens tout à fait estimables, me paraissent naïves. Parce que basées sur quoi ? Il y a quelqu'un qui... Une question, je peux vous tendre le micro, je suis à côté. Par rapport à ce qui a été dit par ces personnes-là, il y a aussi Elon Musk qui est dedans, qui s'inquiète. Moi, ma crainte, elle est plus sur, et c'est peut-être ce que voulait dire entre autres Stephen Hawking et Elon Musk, c'est sur les destructions d'emplois en fait, qui seraient supérieures aux créations. Parce qu'on revient à la théorie de Schumpeter, le problème c'est que là où je ne suis pas persuadé, c'est qu'on parle de la Google Car et autres, c'est que moi, ce que je vois plus, c'est une destruction d'emplois supérieure à la création nette. La crainte, elle est entre autres là. Donc moi, j'étais un machin sur... Qu'est-ce que vous en pensez J'étais un truc sur le futur de l'intelligence artificielle à New York en janvier dernier, où il y avait le banc et l'arrière-banc des grosses boîtes américaines, toutes celles que vous voulez. Et il y a eu des discussions, ce genre de choses. Il se peut qu'il y ait des grandes destructions d'emplois qui viennent à cause de tous ces trucs-là. Nommément, moi, je n'arrive pas à en imaginer. Si on a des voitures automatiques, c'est vrai que ça mettra un certain nombre de chauffeurs de taxi, sans doute, de chauffeurs de camions, etc., au chômage. C'est vrai. Mais à part la voiture, les destructions massives d'emplois, c'est dans quel domaine ? Moi, je ne vois pas. Des exemples, on peut les extrapoler. Vous allez dans un supermarché, encore, je pense que les choses ont été bridées sciemment. Vous allez dans un supermarché, il y a 30 ans, s'il y avait 10 caisses, il y avait 10 caissières. Aujourd'hui, on est capable, mais le système a été bridé, de virer toutes les hôtesses. Éventuellement, on met un superviseur histoire d'avoir un job. Donc, en fait, on a détruit 9 emplois. Ouais. Et donc, ça, on peut les extrapoler. On peut extrapoler. Ben, écoute, donc, j'ai un de mes amis qui est à Carnegie Mellon à Pittsburgh qui m'a envoyé un lien là-dessus. Donc, hier, Uber a annoncé qu'ils ils déployaient des taxis automatiques à Pittsburgh avec un chauffeur de sécurité dedans au cas où, quand même. Ils ne sont pas fous. Et après, ils vous racontent tout un spiel en quoi ça créera des emplois. Parce qu'il faudra réparer, comme les voitures rouleront 24 heures sur 24, il faudra réparer davantage. Que quand on a inventé le machin, on met la carte, on récupère du fric, ça allait mettre des tas de gens au chômage. Quand on a inventé le système, on a mis le chômage. Moi, je ne suis pas économiste, j'ai rien à dire d'intelligent là-dessus, mais je pense qu'encore une fois, avant de se prendre la tête sur les chômages massifs qui vont arriver, je suis un peu bloqué sur le sujet, mais il y a quand même des choses qui m'interpellent. Il y a 2 rapports qui vont dans le même sens. Un qui vient de l'université d'Oxford, 2 le deuxième qui a été fait par Roland Berger,
entre 2013 et 2014 qui disent, selon les pays, mais c'est à peu près médian, entre 40 et 50% des emplois peuvent disparaître d'ici à horizon 10 ans. C'est pas ça, c'est le premier point. Deuxième point, et c'est là où je vois un lien avec la destruction massive d'emplois, c'est qu'on commence à parler, les grands groupes commencent à parler de revenus universels. Donc je ne sais pas quel est votre point de vue dessus, ce qui montre bien, qui est de dire qu'il va y avoir destruction d'emplois, et pour se racheter une bonne conscience, les grands groupes vont donner un jour un revenu universel pour que les gens puissent consommer les produits qui vont... je ne sais pas si les grands groupes ont grand-chose à dire sur le revenu universel dans les pays. On dérive sur des aspects économiques et philosophiques. Mais les grands groupes ont tout intérêt à vous raconter qu'ils vont tout révolutionner. Comme ça, vous allez acheter des parts dans leur truc. Et moi, je vous invite à voir les prévisions économiques ou autres depuis 10 ans, si elles se sont réalisées. En général, non. Alors, c'est une réponse un peu à l'emporte-pièce. Je vous donne la parole. Mais il y a 10 ans, personne n'aurait dit que les États-Unis seraient le premier exportateur de pétrole. Personne n'aurait dit que le pétrole serait à moins de $40, etc. Donc, si le temps qu'il y a une autre question, vous trouvez une prévision d'il y a 10 ans, économique, démographique, statistique, énergétique, qui s'est réalisée, ça m'intéresse. C'est parce que les prévisions de ce type-là, elles tiennent plus du côté anxiogène. Je ne pourrais pas aller jusque... Si vous avez de la voix, voilà. Il y a monsieur après, donc... C'est la question du bénéfice utilisateur, en fait. Réponse, après je donne la parole à monsieur là-bas. Alors, nous, effectivement, aujourd'hui, dans Human Life, le service, c'est d'être un peu, j'allais dire, un bon génie. On est là pour vous délivrer le bon conseil au bon moment. Donc c'est une phrase potentiellement toute faite, mais si je vous pose la question, la date de votre dernier rendez-vous chez le dentiste, ça peut être il y a 6 mois, ça peut être il y a 6 ans. Et dans une démarche, nous, de prévention un peu qualifiée, on va chercher à vous accompagner et à vous rappeler que la visite chez le dentiste, c'est tous les ans, on va vous aider à prendre le rendez-vous. Sur les aspects du sommeil, on va analyser si dans les 6 derniers mois, vous dormiez en moyenne 6h30 par nuit et que là, depuis une semaine, on constate que c'est 4 heures, on va vous solliciter pour savoir s'il y a un problème de stress, s'il y a d'autres choses, pour justement essayer de venir vous accompagner dans un mieux-être et mieux vivre. On n'a absolument pas la prétention d'éviter la maladie, mais surtout d'essayer de vous sensibiliser dans une démarche de prévention afin de vous responsabiliser à l'égard de votre santé. Alors, effectivement, j'ai presque entendu la question. Le vrai sujet aujourd'hui, vous avez dû le voir dans la presse dans les dernières semaines, il y a des initiatives, je crois que ça a commencé en Allemagne, un assureur qui récompense les gens ou ses adhérents qui sont observants, sous-entendu qui ont une bonne hygiène de vie. En France, il faut savoir que c'est strictement interdit par la loi qu'un assureur utilise vos données de santé, mais moi je vais plus loin, hein, j'appelle ça des données comportementales, pour déterminer le montant d'une prime. Pareil, il y a eu, je crois, il y a 1 an et demi, un grand assureur français qui s'est allié avec un fabricant d'objets connectés qui était français encore à l'époque, et qui ont fait une campagne en disant si sur 4 jours consécutifs, on constate que vous marchez plus de 7000 pas par jour en moyenne, on vous offre un bon cadeau de 50 € pour un massage ou bref. C'était une opération assez malheureuse parce que ça a entaché encore plus à la fois le monde des objets connectés, à la fois, j'allais dire, la démarche pas qui est la nôtre. Hein, on est loin d'être les seuls sur le sujet. Et une fois de plus, l'idée de fond, à mon sens, c'est de réussir à accompagner les gens dans un mieux vivre. Avant de donner la parole au monsieur, je vais vous donner la parole. On va refaire un sondage. Qui serait prêt aujourd'hui à accepter l'idée de payer moins cher sa cotisation assurance santé en fonction de critères type sport, etc.
et plus cher en fonction d'autres critères, type tabac, sédentarité, etc. Qui serait prêt à faire ça? Là, on n'est clairement pas à la moitié. On n'est pas à la moitié. mais à titre perso, ça m'étonne pas. Responsabilité. Je pense que voilà, pour le. Mais méfiez-vous, parce qu'il faut faire quand même attention à ce genre de choses. J'ai vécu longtemps aux États-Unis. Pendant longtemps aux États-Unis, vous avez le droit de travailler sans être assuré. Et les gens disent c'est liberté. Absolument, c'est ce que font les Américains. C'est de la folie. Il faut les protéger les gens. contre l'Obamacare pour ça. Il faut protéger les gens. Monsieur, c'est là où nous, en France, on a une dimension sociale et qui est essentielle à conserver. On est d'accord. Un dossier médical ne peut avoir d'intérêt que s'il est complet. Si vous voulez prévenir une maladie ou une évolution chez quelqu'un, il faut qu'il soit complet. Or, les gens ne veulent pas qu'il soit complet. Quelle est la femme qui accepterait de mettre sur son dossier qu'elle a fait des fausses couches? Quel est le monsieur qui accepterait de mettre sur son dossier qu'il a fait des dépressions ou qu'il a un cancer de la prostate ou que sais-je? Le dossier n'est pas complet. S'il n'est pas exhaustif, que voulez-vous en faire? Vous ne tirerez pas de conclusion, et la prévention que vous voulez faire, je crois qu'elle est la plus. Je vous remercie de cette intervention. J'aurais presque tendance à vous le confirmer, dans la mesure où très clairement aujourd'hui, le grand public, qui était clairement notre cible, certes très ambitieuse, mais peu réaliste, ne s'intéresse pas à son carnet de santé pour les raisons, entre autres, qui sont celles que vous venez d'évoquer. Il y a juste une distinction, à mon sens, qui est essentielle à faire entre ce que vous avez cité comme étant un dossier médical et qui aujourd'hui existe, même s'il est très peu utilisé, qui s'appelle le DMP, dossier médical personnel, qui a été initié par le ministre Douste-Blazy en 2004, qui est relancé de ce mois-ci. Il l'appelle le DMP2 avec une volonté. Voilà, mais je partage, malheureusement, je partage votre avis. Je dis malheureusement, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a énormément de progrès au niveau de la médecine en France en particulier, que la France a un rayonnement international absolument indiscutable dans ce domaine-là, et que sous couvert d'exemples que vous venez de prendre et qui sont réels, et que j'insiste, je partage, on n'a pas réussi en France à obtenir une coordination des soins qui serait quand même assez pratique. Moi, je me suis occupé d'un établissement de santé à Paris. On avait une clinique qui était à 200 mètres à vol d'oiseau, qui faisait partie du même groupe. C'était 2 dossiers électroniques différents. On refaisait faire aux patients un parcours qui était quand même un parcours du combattant. Et tout ça, sous couvert, à mon sens, de ce type de sujets évoqués et qui sont réels, mais qu'à un moment donné, on va devoir ouvrir. Quand vous achetez je prends cet exemple-là, mais c'est juste pour dire, vous avez complètement raison sur le fond, je vous rejoins à 100%, et nous, on n'est pas un dossier médical. J'insiste, nous, on est un dossier d'hygiène de vie. On n'est pas, même si moi, j'ai souhaité mettre en place toutes les sécurités, toutes les garanties nécessaires, accessibles, l'hébergement agréé de données de santé, le comité d'éthique qui valide la totalité. Je vous le concède, très peu de gens en grand public acceptent de venir stocker des données de santé chez moi. On a un peu plus de 30 000 utilisateurs aujourd'hui, ce qui est évidemment à l'échelle du pays assez court. Néanmoins, ça nous permet quand même d'avancer et je l'espère, ce sera très certainement pas nous, mais le vrai sujet, c'est pas est-ce que ce sera les assureurs, le vrai sujet, c'est est-ce que ce sera pas Apple et Google qui l'auront fait quelque part un peu à votre insu. Parce que c'est ça le sujet. Aujourd'hui, ils ne se posent pas ces questions-là. Et ils ont capté les utilisateurs avec d'autres services. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 4-5 ans, quand vous achetiez un iPhone, on vous demandait à la création du compte de saisir votre carte bleue. Dans quel magasin vous êtes entré en posant votre carte bleue ou votre argent à l'entrée du magasin, avant même de savoir si vous alliez acheter? Cette démarche-là a été faite, a été imposée, et est aujourd'hui complètement entrée dans les mœurs, et ça ne choque plus personne, même si dans le fond, ça reste choquant. Alors, quand on agite le drapeau de la donnée de santé,
il est bien évident, et c'est pour ça que moi je suis en phase avec vous, il est bien évident qu'il n'est pas question de dire demain des données personnelles, je ne reprendrai pas les exemples que vous avez pris, mais je suis en phase, ce n'est pas des choses qui doivent être divulguées, qui doivent être à la main d'un assureur, d'un potentiel employeur demain. Ça, c'est évident. Mais pour moi, ces sujets-là, c'est plus aux États de les régler. Et je pense que sur ce domaine-là, en France, malheureusement, on a pris du retard. Enfin, c'est mon avis. Ça, on est d'accord. Oui, on en a parlé. Ça, on est d'accord. Monsieur. Moi, ma question était un peu rendue caduque par les services de messieurs, mais j'ai entendu que vous parliez de données comportementales et qu'en effet, vous êtes d'accord qu'un dossier médical doit être le plus personnalisé, le plus complet possible. Donc, ma question est très simple. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé à faire en sorte qu'Human Life s'intéresse et s'embarrasse de psychologie et de psychiatrie? Et si oui, qu'est-ce qu'en a pensé vous, votre comité d'éthique Alors, très clairement, la réponse c'est non. Dans Human Life, je vous ai un peu listé, on va même jusqu'à l'animal de compagnie, carnet vétérinaire de l'animal de compagnie, on peut gérer un cancer, on peut gérer des pathologies, on peut bénéficier de petits conseils ou de petits rappels pour ce genre de choses. Toute la dimension psychologique, je l'ai volontairement écartée à la création, partant du principe que l'humain n'est pas prêt aujourd'hui à répondre à des questions de ce type face à une machine. Et je reste intimement convaincu, dans le sujet qui est le nôtre sur l'homme augmenté, la place du médecin. Je pense qu'elle évoluera, mais je suis intimement convaincu qu'elle restera et qu'elle demeurera. Parce que pour moi, la sensibilité, l'affectif ne sera jamais pris en charge par une machine. D'un point de vue très naïf, il y a aussi le fait que, autant je comprends qu'à partir de mesures de je ne sais pas quoi, on peut donner quelques conseils de manger ça, revenez-vous et tout, sans que ce soit un acte médical. Aller faire des conseils sur la psychologie, les problèmes psychologiques des gens, c'est très proche de l'acte médical. On a, dans le cadre de notre activité, eu à mettre en place des questionnaires avec des questions, moi, qui m'ont fait un petit peu peur. Est-ce que vous avez eu envie de vous suicider dans les 3 derniers mois ? Enfin, je pense que pour moi, les gens qui veulent mettre ça en place se tirent une balle dans le pied ou ne veulent pas ouvrir les yeux. Qui peut répondre de manière réelle à ce type de questions ? L'humain est ainsi fait qu'à un moment donné, il y a un biais obligatoire. On le sait sur une prise de tension dans un cabinet médical. Elle n'est jamais réelle parce qu'il y a un sentiment de pression, sans mauvais jeu de mots, qui fait que de toute façon, ça ne sera pas la tension réelle, entre guillemets, au repos. Parce qu'il y a la peur de la blouse blanche, il y a la peur du résultat, enfin voilà. Donc il est bien évident que la dimension psychologique, qui est pour moi, qui représente plus de 50% de tout ce qui peut nous arriver d'un point de vue santé, mais ça c'est un avis très personnel, et je le dis en étant très asthmatique et très allergique, donc je pense qu'il y a une grande dimension derrière tout ça. C'est un sujet que je n'ai absolument pas souhaité traiter, parce que pour le coup, il faut laisser le libre arbitre, et il faut laisser le pouvoir de l'individu de continuer à faire ce qu'il veut. Sur de la prise de mesures, sur du conseil générique, sur de la recommandation de bonnes pratiques médicales sans ne jamais aller dans le conseil médical, je pense qu'aujourd'hui, il y a non seulement une place à prendre, mais il y a un vrai besoin. Le bio, l'éthique, enfin, c'est le sujet de cette semaine, c'est des choses dont on parlait quand même beaucoup moins il y a 10 ans. Donc c'est indiscutable qu'il y a un besoin quelque part. Je ne dis pas qu'on veut répondre à ce besoin, mais je crois vraiment que ce que j'appelle prévention, même si je ne vous cache pas que je ne suis pas très adepte du terme, je pense que la responsabilisation d'une personne par rapport à sa santé, c'est le sujet d'aujourd'hui et surtout de demain. Est-ce qu'il y a vous avez une manière de faire passer les données que vous collectez aux médecins traitants ? Non, aujourd'hui, je n'ai pas souhaité, justement, pour revenir sur la question précédente, je n'ai pas souhaité permettre le partage de ces données auprès d'un professionnel de santé parce que je me serais directement opposé au fameux DMP, dossier médical personnel, qui était initié par le ministère de la Santé et qui, depuis 1 an, a été récupéré par l'assurance maladie. Donc, il relance là ce mois-ci, le DMP2. C'est pas mon rôle. C'est pas un manque d'ambition, mais je laisse à la Sécu jouer son rôle. Une dernière question. Okay. Vous qui avez pas mal vécu aux États-Unis, est-ce que vous pensez que les Américains et les grands groupes américains ont des notions d'éthique ? Parce qu'en fait, ma crainte, c'est de dire,
en borne franco-française, le système qui est mis en place est relativement bon. J'ai un peu plus peur des grands groupes sur leur notion de résoudre l'équation entre la monétisation des données, la sécurisation des données et l'éthique. Dit différemment, j'ai peur que alors c'est pas que j'ai peur de tout, mais ces aspects-là, possiblement on est déjà en retard et les grands groupes, on parle d'Apple et autres, possiblement sont en train de monétiser les données et je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Okay. Je ne travaille pas dans les grands groupes, mais en tout cas, ceux qui nous disent, parce qu'on les voit beaucoup, on travaille avec eux, c'est qu'ils font très attention à ça, parce qu'ils ont peur de se faire tuer s'il y a quoi que ce soit. Donc par exemple, dans mon domaine, un des gros avantages quand on est chercheur des gros groupes sur nous, c'est qu'ils ont accès à des millions de données. Et plus vous avez de données, mieux ça marche. Et donc, comme on collabore avec eux, on leur demande est-ce que vous voulez passer vos données? Et ils nous disent non, on n'a pas le droit. Parce qu'on n'a pas le droit de passer des données avec des trucs personnels. Et eux-mêmes n'ont pas le droit de publier avec ces données-là. Donc, ils sont très conscients de tous ces problèmes. Ils ont formé des comités d'éthique divers et variés. Ils essayent d'avoir un espèce de front commun en disant maintenant on ne va pas déconner, on va être sérieux, on a des comités d'éthique, etc. On protège les gens et tout. Bon, maintenant, on ne sait jamais, mais ils servent certainement en interne, ils servent des données en interne, mais monétiser leurs données, j'espère en tout cas qu'on peut leur faire confiance. Mais c'est une petite anecdote, peut-être, le coût des téléphones où il fallait mettre votre... il y a quelques années encore aux États-Unis, il y a une grande chaîne électronique qui s'appelle Radio Shack. Quand vous allez acheter des piles, et vous demandez votre numéro de sécurité sociale. D'achetez une pile à $2, vous demandez votre numéro de sécurité sociale. Aux États-Unis, avec votre numéro de sécurité sociale, vous pouvez voler la personnalité de quelqu'un. Et ils ne le faisaient pas méchamment, je pense qu'ils le faisaient bêtement plus qu'autre chose. Enfin, j'en sais rien. Mais... Ce qui est strictement interdit en France. C'est aussi strictement interdit aux États-Unis. Ce sera le mot de la fin. Je pense qu'on peut applaudir nos deux invités qui ont Merci à tous. été passionnants. Merci pour vos questions. Et en tout cas, un sujet qui reste en suspens tellement il soulève de l'interrogation. Merci beaucoup, bonne fin de soirée et à demain si vous êtes là.